De vive voix. Pascal Paradou. Extra, c'est le nom du festival organisé tous les ans en ce début d'année au Centre Pompidou à Paris, festival qui donne le la de la rentrée littéraire avec ce sous-titre et cette affirmation Extra, le festival de la littérature vivante. Bonjour Simon Johannin. Bonjour. Vous êtes écrivain, poète, votre dernier recueil publié s'appelle « La dernière saison du monde ». Quelle est votre définition de la littérature vivante ? Parce que cela supposerait qu'il y ait une littérature morte. Pour dire de manière très pragmatique, en tout cas en ce qui me concerne, c'est celle qui fait vivre les vivants, c'est-à-dire celle qui est marquée par des auteurs qui sont encore là pour en parler et la partager au-delà de leur âme. Donc Proust, Céline, ce n'est plus de la littérature vivante. C'est la littérature des morts, mais elle est bien vivante. En tout cas, dans le cadre d'Extra, je pense que ce qui est sous-entendu, c'est que il y a des personnes en chair et en os pour animer et faire vivre leurs mots, quoi. Oui, parce que Proust et Céline, quand même, c'est vif, ça reste vif aujourd'hui, même si leurs auteurs sont morts. Enfin, les auteurs sont morts. Oui. Donc je pense que d'ailleurs, ça va pas bouger tout de suite, hein. En tout cas, j'espère. Alors, vous n'avez pas 30 ans, si j'en crois votre biographie. Vous avez été étudiant en cinéma, vendeur de jouets, mannequin, puis écrivain, avec un premier roman remarqué en 2017, L'été des charognes. Comment la littérature s'est invitée dans votre vie ? C'était vraiment un accident. Je lisais beaucoup adolescent, mais à partir du moment où je suis parti assez tôt de chez moi, à mes 17 ans. J'ai complètement quitté l'univers du livre en tant que lecteur, et j'étais trop occupé à faire ce qu'on a à faire à cet âge-là, c'est-à-dire découvrir la vie. Et étudiant en art, je me suis mis à écrire des poèmes pour expliquer mon travail plastique qui était très mauvais. Et j'avais besoin d'un appui textuel, et petit à petit le matériel est parti, les textes sont restés, et j'ai commencé à écrire L'été des charognes par accident. J'avais pas d'argent à l'époque, donc quand on veut créer des choses, on fait avec les moyens qu'on a, et il se trouve que le texte et l'écriture, c'est un matériau qui est pauvre, qui est accessible, pour peu qu'on ait la chance d'avoir reçu une instruction. Et donc à partir de là, je me suis mis à écrire sans savoir que ça allait devenir un roman, et c'est les autres autour de moi qui m'ont signalé qu'il y avait cette chose-là à l'intérieur. Et puis j'ai rencontré Gérard Bérébi des éditions Elia dans la foulée, et tout s'est passé très vite. Mais ça vous a surpris que tout d'un coup l'écriture, la littérature prennent cette place-là dans votre vie ? Ça m'a surpris comme toutes les choses qui me sont arrivées, je pense. C'est-à-dire que c'est une aventure parmi d'autres. Oui, en tout cas, j'hallucine tous les jours de où ça m'a mené, de comment ma vie s'est construite autour de ça, et de comment c'est devenu un métier aujourd'hui que j'ai dû apprendre à exercer au quotidien. C'était pas du tout dans mes plans, c'était pas du tout prévu. Ouais. Les rencontres, c'est important dans la vie d'un jeune écrivain ? Alors les rencontres, il y a tout type de rencontres. Oui, je pense que l'écriture, elle est dépendante des rencontres. Alors ça peut être des rencontres amoureuses, des rencontres avec un paysage, des rencontres avec une langue, avec tout un tas de choses. Ça, c'est nécessaire à l'écriture. Je pense qu'on se nourrit de ça. On peut rencontrer ses ancêtres, on peut rencontrer l'histoire de son pays. C'est toujours une affaire de dialogue et de rencontre. Et le contact avec le public aussi. La rencontre du lecteur, des lectrices, des lecteurs, c'est quelque chose qui, moi, m'importe beaucoup, d'avoir la résonance dans la bouche et dans l'oreille des autres de ce que je fais. Ouais, c'est quelque chose qui est important pour mon travail. Le speed dating littéraire du Festival Extrait, voilà donc une idée rigolote et vivante pour parler de littérature classique, là, en l'occurrence. Dans un cas comme celui-là, si vous étiez dans un speed dating, Simon Johannin, vous parlerez de quel livre ? Il y a des livres que j'aime beaucoup, mais j'en parlerai pas parce que pour moi c'est des secrets, on les donne pas à tout le monde, et peut-être pas à des inconnus. J'adore cette réponse. Je pourrais parler de grands classiques, je pourrais parler à l'ombre des jeunes filles en fleurs. Je pense que ça fait partie des émotions littéraires les plus importantes. Donc Marcel Proust. Oui. Je pense que je sais pas si j'ai déjà touché une intelligence aussi fine et une sensibilité aussi développée. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Je pense qu'il faut arrêter de faire peur aux gens avec Proust, c'est juste trop beau. Dans le Festival Extra, il y a aussi un salon de tatouage. Ouais, je me suis demandé quel était le lien entre la littérature et le tatouage. Certes, on peut se mettre des mots sur le corps. Oui, je pense que moi, la gravure, la littérature, le tatouage, alors le tatouage, il y a un côté péremptoire, parce qu'à un moment donné, on finit par se décomposer, mais ça fait partie quand même des matériaux sur lesquels ça dure dans le temps, quoi, l'encre d'une manière générale. C'est quelqu'un qui m'a dit un jour, le papier et la pierre, c'est ce qui traverse le temps. La peau un peu moins, mais en tout cas pour ce qui est à l'échelle de notre vie, moi je sais que les tatouages que j'ai me rappellent le fait que
je suis vivant parce que je vais pas l'être très longtemps non plus, quoi. Et vous avez des mots tatoués sur le corps? Non, j'ai que des images. Simon Johannin est notre invité aujourd'hui pour évoquer le festival Extra au Centre Pompidou à Paris, mais aussi son recueil de poèmes, La dernière saison du monde. C'est le titre de ce second recueil. Est-ce que c'est une prémonition, La dernière saison du monde? Je sais pas, une prémonition dans quel sens? Dans un sens apocalyptique? Oui, absolument. Euh, Ce serait la fin, nous vivrions tous notre dernière saison. En tout cas, pour que des choses commencent, il faut que des choses finissent. Ça, c'est valable à toutes les échelles. Je pense que, pour être tout à fait honnête, c'est une phrase que j'ai retrouvée dans un de mes carnets, dont j'ai plus du tout le sens, et j'ai trouvé que ça ferait un beau titre, donc je l'ai gardé. Il se trouve qu'effectivement, apparemment, il y a certaines résonances avec des choses qui vont au-delà de mon intimité, que je traite beaucoup dans ce livre. Et qui s'appelle l'actualité. Oui. Donc je suis assez déconnecté quand je fais de la poésie, mais au final, pas tant que ça. Dois-je me baigner dans ces sensations qui me soulèvent? C'est deux vers de ce recueil. Est-ce que vous diriez que c'est un livre de sensations avant toute chose? Oui, de toute façon, pour moi, la littérature et la poésie, elle est plus affaire de sensations que d'intellect. J'écris à travers ce que je ressens et à travers ce que je vis, à travers de ce qui se dépose en moi et qui me traverse, peu à travers mes réflexions. Donc c'est aussi ce que je cherche à transmettre et à donner, d'avoir une écriture qui est sensorielle, qui sollicite les sens, les odeurs, le toucher, le dégoût, l'excitation, que sais-je, mais qui parle au corps des lecteurs et des lectrices. Ouais. Et qui crée des images aussi, c'est important, les images, d'autant que vous avez un rapport à la photographie qui est très marqué depuis le premier roman justement que vous avez écrit. Tout à fait. Oui, j'écris beaucoup à partir d'images. J'utilise beaucoup la photographie dans mes processus de travail, et c'est vrai que la poésie, pour moi, ça a toujours été le fait d'écrire des images, tout simplement, quoi. J'ai l'impression d'écrire une image quand je fais un poème. Quel monde aurait pu naître d'une force aussi absurde à une douleur mêlée? Douceur, je dis douleur, douceur, vous avez raison. Quel monde aurait pu naître d'une force aussi absurde à une douceur mêlée? Il y a vous et il y a le monde dans ces trois vers, qui est le poème le plus court d'ailleurs de ce recueil. C'est ça la position d'un poète, c'est essayer de tenter de rendre compte du monde à partir de soi? Ou c'est le propre de tout artiste, pardon? Je pense qu'il y a de ça. Après, pour moi, l'intelligence de la poésie est ce avec quoi il faut tenter de se mettre en contact quand on a été choisi pour travailler ça, parce que je suis pas sûr que ce soit un choix qu'on fasse soi-même. C'est vraiment un état de porosité pour moi, d'arriver à se laisser traverser par des choses qui sont au-dessus de nous et qui sont plus puissantes que nous, et face auxquelles il faut avoir beaucoup d'humilité, je pense, et essayer de voir ce qui s'attrape et de transcrire et d'écrire ces choses-là. Donc il y a une forme de dialogue, mais pour moi c'est plutôt un dialogue dans lequel on vient me chercher. Je choisis pas les moments où j'écris, ça me tombe dessus. Ce que je choisis, c'est d'être à l'écoute ou pas de ces moments-là, parce que c'est pas toujours facile. Ça peut être assez douloureux, l'écriture, mais après, pour moi c'est vraiment c'est pas quelque chose qui m'appartient en propre, je dirais, quoi. Mais comment vous créez ces moments de porosité? Alors, faut avoir du temps. Ça, c'est un de mes luxes. Faut avoir du temps. Faut avoir du temps pour être dans une forme de contemplation de ce qui se passe autour de soi. Le contact avec la nature est aussi très important. Le contact avec la ville aussi, et l'urbanité, avec la puissance de construction de l'humanité au sens large. C'est quelque chose qui est essentiel, et pour moi c'est une affaire de magie, tout simplement. C'est le langage. C'est pas pour rien que dans la mystique juive on dit que le langage est la maison de Dieu. C'est parce que c'est par le langage qu'on crée les choses, c'est en nommant qu'on crée et qu'on fait exister, et donc on a une responsabilité. Un poème, je parle du lecteur que je suis. Quand je lis un de vos poèmes, je peux imaginer que c'est un moment précis de votre vie que vous racontez, ou que c'est une longue maturation. Je pense que c'est les deux à la fois, étant donné que le temps est quand même assez relatif. C'est-à-dire qu'au moment où j'écris à partir de quelque chose qui peut être très instantané, c'est aussi le produit de la somme de tout ce que j'ai vécu pour arriver jusque-là. Et donc il y a ces deux temps. Il y a effectivement, ça peut être, surtout pour ce recueil-là en particulier, il y a quelque chose, pour moi c'était la première fois que j'écrivais à partir d'événements, d'émotions, de sensations, de rencontres qui étaient ancrées dans un quotidien. Mais pour arriver à ce quotidien, je suis aussi rempli de toute l'histoire qui est la mienne,
jusqu'ici. Donc c'est ces deux temps qui sont à la fois très instantanés et inscrits dans la durée qui se mettent dans l'écriture. Ouais. Oui, il y a le monde, il y a la dimension catastrophique du monde, mais il y a aussi beaucoup d'amour, de lèvres et de baisers dans vos poèmes et dans ce recueil, La dernière saison du monde. Oui, tout à fait. Mais je pense que même le côté catastrophique et l'appel des ruines, il n'est pas à prendre dans un sens effrayant. C'est-à-dire que c'est de nouveaux espaces qui s'ouvrent. Et alors moi, je les traite en poésie. Hein. Je suis pas du tout en train de dire qu'il faut être dans l'acceptation de ce qui se passe de terrorisant à l'heure actuelle. Mais l'espace de la poésie permet de prendre un souffle. Et dans ce souffle-là, qui est une déconnexion aussi voilà, de la vitesse, des enjeux violents qui sont constitutifs de l'époque, il y a un appel d'air pour l'érotisme, ouais, qui pour moi se situe en dehors des enjeux marchands. Simon Johannin, j'avais dit que je vous solliciterais pour une lecture, et ben c'est le moment. Donc un des poèmes qu'on a un peu choisi ensemble de ce recueil, La dernière saison du monde. J'ai des fleuves entiers de paroles voulant couler vers toi. L'eau de ta bouche a nourri mon jardin, il y pousse autant de fleurs qu'il en existe au monde. Les tulipes explosent en mon cœur. Mon corps labouré de tes graines cherche ton soleil pour s'y faire battre. J'ai tant aimé ta bouche amie que je ne veux en aimer d'autres. Je ne sais où cela me mène, je ne peux en saisir le sens. Que veut la vie quand tu te glisses? Est-ce à mon cœur de grandir ou à l'amour que tu lui portes? Extrait donc de votre recueil La dernière saison du monde, ce sont des poèmes sans titre. Hein. Oui. C'est un recueil presque comme un roman. Pour moi, la frontière est assez difficile entre le roman et la poésie. C'est-à-dire que le roman, pour moi, ça peut être de la poésie qu'on enrobe de narration. La poésie, ça peut être un roman dont on a enlevé toute trace de narration. Et donc, c'est ce qui reste à la fin. Il y a une très belle phrase de Novalis qui dit à la fin tout devient poésie. Et pour moi, c'est ça, la poésie, c'est après tout ce que peuvent être les ordres du processus de création littéraire. Voilà, s'il y a quelque chose qu'on doit garder et qui reste, c'est ça, une fois qu'on a enlevé tout ce qu'il y a autour. Vous avez écrit 2 romans, Simon Johannin. Ouais. Vous avez écrit donc 2 recueils de poèmes, celui-ci et le second. Ça suppose le même imaginaire, la même réalité. Vous faites donc pas de distinguo entre les deux. Alors, c'est pas la même manière de travailler, mais pour moi, c'est le même travail. C'est-à-dire qu'au moment où j'écris de la poésie, au moment où j'écris des romans, j'ai des idées que j'essaye de mettre en forme. Alors, il se trouve que les formes sont différentes en fonction des idées, mais voilà, ça reste dans le même univers. Et je pense que autant mes romans sont remplis d'une forme de poésie qui est propre à moi, autant les recueils de poèmes sont aussi remplis d'une forme de narration. Voilà, il y a quelque chose qui est clos. C'est un univers en particulier, un livre, c'est ça que j'essaie de travailler en espérant que ça fonctionne. C'est le même travail, est-ce que c'est le même vocabulaire? Parce que si on a écouté ce très court poème, c'est à la fois assez lyrique et c'est un vocabulaire très simple et presque dénudé. Oui, moi je pense que c'est important pour moi, je l'ai découvert avec le temps en tout cas, d'utiliser un vocabulaire qui est assez simple. Je pense qu'aussi c'est dû à mes origines sociales, où on parle assez simplement. Disons que voilà, hein, je suis un enfant de l'école publique, donc c'est cet héritage-là, et c'est important pour moi d'être compris du plus grand nombre sans penser à niveler le niveau vers le bas, parce qu'il n'y a pas à faire ce genre de choses. Mais c'est aussi un challenge, c'est plus compliqué pour moi d'écrire simplement qu'en enrobant d'un vocabulaire qui pourrait être plus fleuri, plus technique, plus soutenu. Je pense que déjà, faire les choses simples, c'est bien. Vous utilisez souvent le terme de vocabulaire du commun. Ouais. Je trouve que c'est un beau mot, commun. Ouais, moi aussi. C'est ce qui nous unit. Exactement. Ouais. Et on l'oublie souvent. Bah oui, on a tendance à penser le commun comme le banal, mais le commun, c'est ce qui est en commun. Effectivement, c'est la richesse commune. Ouais. Est-ce que la poésie, pour vous, est aussi liée à la musique? Parce que pour les gens de votre génération, voire plus jeunes, poésie et musique, ça donne slam, hip-hop. Vous, c'est éventuellement techno, mais vous n'êtes pas trop versé du côté du slam ou du hip-hop, à ma connaissance. Non. Alors, j'écoute beaucoup de rap français, des États-Unis, d'Angleterre depuis longtemps. Maintenant, c'est pas mes muscles de travail. C'est pas votre flow? Non.
C'est vrai que j'aime bien être accompagné de musique électronique quand je lis. Je pense aussi parce que la techno, le gabber, la hard tech, qui sont les musiques de mon adolescence et les musiques de fête, sont absolument dénuées de verbes. Et donc c'est assez intéressant pour moi d'ouvrir ces espaces de collaboration. Ouais. Simon Johannin, l'écriture inclusive et l'invention d'une nouvelle typographie qui peut aller les deux pair. Est-ce que ce sont des sujets pour le jeune auteur, écrivain, poète que vous êtes ? Ah oui, tout à fait. Enfin, le collectif Bye Bye Binary, ça fait longtemps que je suis leur travail. Je suis très admiratif de ce que ces personnes font. Déjà parce que graphiquement, je trouve ça magnifique et qu'on pense la langue et l'écriture comme un terrain de recherche continu, infini, non figé. Je trouve ça très important et très rassurant. Là, je pourrais vous parler d'un ouvrage que j'ai lu récemment, d'une voix que j'adore, que j'aime beaucoup, Élodie Petit. Le livre s'appelle Fiévreuse plébéienne et utilise les ressources de Bye Bye Binary dans ce texte poétique qui est époustouflant. Et c'est très beau à lire, ça change complètement le rapport à la lecture. Je trouve ça important de se demander à qui on s'adresse. Moi, c'est peut-être une question de légitimité ou je sais pas, mais je suis pas encore dans des enjeux graphiques directs, mais quand j'écris, il y a des fixations du genre qui m'énervent et donc je trouve des moyens dans la langue pour les détourner parce que ça peut ne pas être très heureux. Ouais. Mais le IEL, par exemple, qui a fait tant parler de lui il y a quelques mois pour des raisons aussi un peu politiques et identitaires, est-ce que c'est un mot avec lequel vous pouvez travailler, avec lequel vous pouvez faire de la poésie ou du roman ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que je sais pas si demain j'écris un roman où j'ai un personnage trans ou non-binaire qui éclore à l'intérieur et que ça fait sens, je vois pas pourquoi je me le refuserais. Ouais. Donc vous comprenez les blocages de certains sur ces questions-là ? Ça les regarde, je sais pas trop quoi vous dire. Moi, il se trouve que je suis en prise avec des personnes au quotidien, dans l'amitié, dans le sang, qui sont en contact direct et qui vivent ces choses-là dans leur chair. Et donc, je trouve que c'est la moindre des choses que de faire honneur à ce que tout le monde traverse et de l'accepter, tout simplement, quoi. Je vois pas le problème, en fait, tout simplement. Et puis de toute façon, tout est possible dans la poésie. Et... C'est ça, c'est quand même des espaces de création et de liberté, on va pas non plus s'embêter avec ça. Être poète à 30 ans, ça fait quoi ? Je sais pas, je verrai quand j'aurai 30 ans. Oui, vous les avez pas encore. Non. Mais c'est quand même réjouissant de penser que des gens, des jeunes gens de 25-30 ans se lancent dans la poésie et ne sont pas simplement sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est vraiment... pour moi, c'est très heureux. Moi, la publication de la poésie, c'était vraiment quelque chose de très important pour moi. Je sais pas trop comment vous dire, c'est que d'un coup, on se rend compte que ça existe chez les autres aussi, quoi. C'est surtout ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on écrit des poèmes et que ça va être lu par 4 personnes et que ça va pas exister en dehors de ça. Et puis d'un coup, ça trouve un écho dans l'intimité des autres. Alors voilà, vous avez évoqué les réseaux sociaux juste avant. Il se trouve que le lien entre poésie et réseaux sociaux est assez ténu en ce moment. Il y a beaucoup de poèmes qui se produisent sur Instagram pour le pire pour le meilleur. Et puis surtout, les réseaux permettent au public de nous contacter directement et de nous envoyer de la force et des retours. Et ça, c'est vraiment super. Et ça fait du commun. Merci beaucoup, Simon Johannin. La dernière saison du Monde est publiée chez Alia et le festival Extra au Centre Pompidou à Paris, c'est jusqu'au 18 septembre. Pascal Paradou, Cécile Lavolo, Laurie Plisson. À demain.